C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cet enjeu, cette question majeure. La France peut-elle encore gagner une guerre? Les États-Unis envisagent de déployer un second porte-avions au Moyen-Orient. Donald Trump y pense et surtout le fait savoir en cas d'échec des négociations avec l'Iran. Son dernier avertissement peut-être, pure dissuasion, éventuellement efficace. Nous le verrons, nous nous poserons la question. Et vous verrez que de son côté, Israël a mené une série d'exercices pour tester l'une de ses batteries de défense. Ces armadas, c'est aussi un miroir qui nous est tendu à notre propre armée. Miroir cruel selon certains, notre armée serait désarmée échantillonnaire, et ça c'est pas moi qui le dis, non, c'est notre invité aujourd'hui. Nous recevons le général Pierre de Villiers, lui qui se demande encore et encore, la France peut-elle gagner une guerre? Que ferions-nous si nous étions ukrainiens? Nous lui poserons cette question. L'ancien chef d'état-major des armées l'écrit, nous sommes en paix et pas encore en guerre, tout est dans le pas encore. Alors qui va nous déclarer la guerre? Vous le verrez, des présidents l'ont interrogé sur le sujet. Là encore, nous aussi, nous le ferons. Alors oui, la France peut-elle gagner un conflit quand on apprend qu'elle dispose de 9 lance-roquettes, dont 4 en état de marche? Nos exercices de grande ampleur qui se multiplient, le groupe automobile Renault qui va construire des drones. Est-ce une prise de conscience espérée à la hauteur trop tardive? Et d'abord donc, écoutez Donald Trump qui assure que l'Iran serait stupide de refuser son accord. Comme vous le savez, nous avons actuellement une flotte massive qui se dirige vers l'Iran. Petit souci, vous l'aurez remarqué. Pour tout comprendre, pour tout décrypter, nos invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Magali Barthez. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste international LCI. Merci d'être là. Merci beaucoup Lucas Manger. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Bonjour à vous, colonel Pierre de Jong. Merci également d'être à nos côtés. Vous êtes consultant défense géopolitique pour LCI. Et donc, vous l'avez compris, le général Pierre de Villiers sera notre invité exceptionnel dans quelques instants sur ce plateau. Le grand dossier, la France peut-elle encore gagner une guerre? C'est parti. Direction l'Iran. En Iran, le régime utilise l'anniversaire de la révolution islamique comme vitrine politique. Des célébrations plus que jamais particulières. C'est le 47e anniversaire de la révolution islamique. Les observateurs estiment que la participation de manifestants à ces célébrations est monnayée par Téhéran. Alors que les autorités allument des feux d'artifice, bien elle, la contestation reprend-elle un petit peu de force? Écoutez les morts à Ramenei, longue vie au chat, scandé hier à la nuit tombée par des habitants de Téhéran. Ces cris qui déchirent la nuit, c'est très fort. On retrouve Siavash Ghazi, correspondant France 24 et RFI en direct de Téhéran. Siavash Ghazi, à la lumière des récentes manifestations qui ont été réprimées dans le sang, le régime a voulu transformer cette journée en démonstration de force malgré les menaces d'intervention américaine. On assiste même à une véritable exposition de missiles. Alors le défilé s'est terminé vers midi hors local, après le discours du président Pezeshkian. Derrière moi, vous voyez le missile Emad qui avait été explosé ici avec d'autres missiles, une dizaine de missiles balistiques. Le missile Emad, c'est un missile qui a été utilisé lors de la guerre de 12 jours contre Israël. Il a une portée de 1500 km avec une tête très destructrice. Une manière de montrer pour Téhéran qu'il n'est pas question de discuter du programme balistique de Téhéran, des missiles iraniens. En revanche, le président iranien a été plus souple sur la question nucléaire. Nous sommes prêts à donner toutes les garanties nécessaires pour prouver le caractère pacifique du programme nucléaire de Téhéran. Et le ministre iranien des Affaires étrangères est allé dans le même sens en affirmant que l'Iran et les États-Unis qui ont entamé des négociations vendredi dernier à Oman pouvaient conclure un accord encore meilleur que l'accord de 2015, l'accord d'Obama, qu'il dit. Obama, c'est un petit signe en direction de Donald Trump, parce que Donald Trump ne cesse de répéter que l'accord de 2015, qu'il qualifie de l'accord d'Obama, est un très très mauvais accord et que lui va signer un accord meilleur avec les Iraniens. Et puis, le porte-parole de la diplomatie iranienne est allé encore plus loin en affirmant que l'Iran était prêt à discuter du niveau d'enrichissement et des stocks d'uranium enrichi de l'Iran et que toutes ces questions-là étaient sur la table.
Merci beaucoup, Siavash Ghazi, correspondant France 24 RFI depuis Téhéran. Colonel, bien sûr, on a envie de s'arrêter sur ces missiles exposés, il n'y a pas d'autre mot, par Téhéran aujourd'hui. Que voit-on d'abord pour essayer de comprendre le message? D'abord, qu'ont-ils exposé? Qu'ont-ils essayé de nous montrer? En fait, il y a deux menaces. La première, c'est une menace de long terme, qui est la menace nucléaire. C'est la menace qui est en filigrane de tout. Par contre, la menace de court terme, c'est les missiles. Et les missiles, aujourd'hui, très concrètement, l'Iran s'est doté d'une batterie de missiles, je dirais, assez phénoménale. Alors, pas longue distance, hein, on vient de l'évoquer, maximum 2000 km. Mais il y a une quantité de missiles qui est incroyable. Donc, en fait, il y a une possibilité de saturation du ciel, je dirais, du Moyen-Orient, quelque part, parce qu'on verra la cible potentielle, si tant est qu'il y ait une cible. Et donc, il y a une capacité de saturation. Et c'est ça le principal problème des Américains, c'est de mettre en place une protection auprès de ses alliés, je dirais, du Moyen-Orient, principalement le Qatar, qui est la grosse base de la Hachette, qui est vraiment le cœur du cœur de la stratégie terrestre du Moyen-Orient. Donc, en fait, c'est le système missile qui déstabilise et qui est effectivement capable potentiellement de percer les lignes défensives américaines. Lors de ces rassemblements, des partisans du régime islamique ont brûlé des drapeaux américains et israéliens sur, là, notamment l'une des principales places de Téhéran. De son côté, Israël, justement, est en tension, forte tension. Israël a même mené une série d'exercices, on l'a appris ces dernières heures, pour tester l'une de ses batteries de défense en collaboration avec le Missile Defense Agency, c'est le côté américain. Ces tests comprenaient divers scénarios complexes en phase avec les menaces existences et émergences. C'est ce que fait savoir le compte officiel du ministère de la Défense israélien. Pour frapper, il faut être prêt à subir la riposte. En préparant la riposte, Israël envoie le message que le pays est prêt à frapper seul? Les deux images, celles qui viennent que vous avez montrées de Téhéran et celle-ci, se répondent parfaitement. C'est-à-dire que c'est la réponse israélienne à la menace iranienne, la capacité de missiles, de fabrication de missiles iraniennes. Il faut se souvenir qu'après la guerre des 12 jours, au mois de juin dernier, les Américains et les Israéliens ont dit que quasiment tous les missiles iraniens avaient disparu. Le message qu'envoie Téhéran, c'est ils n'ont pas tous disparu, on a des stocks et on les expose. La mise en garde israélienne, américano-israélienne, c'est nous avons absolument la capacité de nous défendre avec ces batteries de missiles patriotes qui sont testées en mer et sur terre, qui sont vraiment là pour justement intercepter ces missiles iraniens si les Iraniens venaient en tirer. Les Iraniens, évidemment, si une guerre se déclenchait, le Qatar, le colonel en a parlé, est une cible évidente, mais Israël en est encore plus symbolique puisque c'est l'ennemi sioniste de la République islamique d'Iran. Donc Israël se prépare. C'est aussi un message à la population israélienne. En Israël, les gens sont relativement inquiets et c'est bien normal de la possibilité de ces frappes iraniennes si elles devaient avoir lieu. C'est aussi une manière de dire les Américains sont là avec nous, on a ce qu'il faut pour se défendre. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine de jours, quand les Israéliens ont demandé à Donald Trump de mettre le pied sur le frein. Ils estimaient qu'ils n'avaient pas suffisamment de capacité défensive pour faire face à la menace iranienne. Et on en parlait ces derniers jours, Magali, selon le Jérusalem Post, Israël dit « nous, on peut frapper seul ». Si on franchit la ligne qui est pour nous existentielle des missiles balistiques, on est prêt à y aller seul. C'est dans la droite ligne de cette logique. C'est aussi un message pour dire attendez, nous on est prêts à y aller et à y aller seuls. Oui, parce que autant en effet il y a quelques semaines peut-être qu'ils n'étaient pas complètement prêts. Or là, ces exercices le montrent, ils se sentent prêts. Puis il faut rappeler que ces missiles iraniens, ils ont fait 30 morts en Israël au mois de juin. Donc cette inquiétude de la population israélienne, elle est parfaitement légitime parce qu'ils ont vu les dégâts de ces missiles. Alors c'est vrai qu'après la campagne de frappe du mois de juin, Israéliens et Américains disaient avoir en effet détruit une partie des stocks, mais les renseignements israéliens, c'est justement que l'Iran depuis a réussi à les reconstituer, ces stocks, et c'est pour ça qu'il y a une inquiétude, et c'est ce que vient expliquer aussi Benyamin Netanyahou à Donald Trump. Transition parfaite puisque Benyamin Netanyahou vient d'arriver, on vient de me l'indiquer à l'instant à la Maison-Blanche, par une entrée sur le côté, mais pour mieux l'expliquer, pour mieux raconter, retrouvons Sonia Dredi en direct de la Maison-Blanche. Merci beaucoup d'être avec nous, Sonia Dredi. La pression maximale d'Israël sur Donald Trump, est-ce ça le sujet derrière vous en ce moment? Et imaginez-vous Donald Trump qui pourrait se laisser influencer?
Alors oui, Donald Trump se laisse souvent influencer. Un jour, le Washington Post avait écrit un article pour dire comment convaincre Donald Trump d'adopter une politique en particulier. Eh bien, c'est d'être le dernier dans la salle à lui parler. Donc, on sent que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a prévu d'ailleurs cette rencontre aujourd'hui en urgence, il devait venir à la base le 18 février à Washington, il a avancé sa visite pour convaincre Donald Trump sûrement de frapper, ou en tout cas lui dire que sinon Israël serait prête à y aller seul. Et puis ce dont on parle aussi beaucoup à Washington, c'est que l'inquiétude des Israéliens est bien visible et le Premier ministre israélien va aussi tenter de mettre un peu plus la pression sur Donald Trump en lui disant que s'il continue sur la voie des négociations, des discussions, eh bien qu'il inclut bien la question des missiles balistiques, de la limitation des missiles balistiques et de l'arrêt du soutien de l'Iran à ses proxys, en plus de la question du nucléaire qui est, on le sait, une priorité pour Donald Trump. D'ailleurs, tout à l'heure, son vice-président a répété que c'était vraiment la priorité, que l'Iran ne puisse pas se doter d'une arme nucléaire. Donc, on sent aussi que Donald Trump maintient ce flou, même s'il est coincé sur cette question de l'Iran, il maintient aussi un certain flou. Hier, il a dit qu'il était prêt à déployer un second porte-avions. En même temps, il s'est montré plutôt optimiste en disant Téhéran veut absolument un accord et je pense qu'on peut conclure un accord avec l'Iran. Donc, on verra s'il se laisse influencer, évidemment, notamment par cette rencontre avec le Premier ministre israélien qui vient d'arriver. En effet, il y a quelques minutes, on a vu sa voiture passer sur le côté pour arriver vers une entrée plus discrète. Souvent, les dirigeants étrangers arrivent via l'entrée que vous voyez derrière moi à l'extérieur, qui est en fait l'entrée de l'extérieur du bureau ovale. Et d'ailleurs, le Marine vient d'arriver il y a quelques minutes, ce qui veut dire qu'ils sont désormais dans le bureau ovale pour commencer cette rencontre. Merci infiniment, Sonia Dridi, formidable depuis la Maison-Blanche. Merci beaucoup à vous. Important d'écouter les tout derniers mots de Donald Trump avant cette rencontre sur le sujet de l'Iran. Il veut toujours l'accord. Regardez. Ils veulent conclure un accord. Ils ne parlent à personne, mais ils me parlent. Je préfère un bon accord sans armes nucléaires, sans missiles, sans ceci ni cela, tout ce que vous voulez. Mais certains s'inquiètent. Ils ont été très malhonnêtes pendant des années. Il est pris en étau en réalité, Donald Trump, parce qu'on lit aussi ces dernières heures que le Qatar l'a appelé pour dire qu'il fallait calmer le jeu, ralentir dans la région. Et de l'autre côté, il y a Benjamin Netanyahou qui, semble-t-il, a le pouvoir de peser en tant soit peu compliqué pour le président américain. Et très concrètement, Trump est prisonnier de la mécanique qu'il a mis en route. On voit bien que depuis le début, on voit bien qu'il aimerait avoir un accord avec les Israéliens. C'est une solution de facilité. Le problème, les conditions de cet accord, elles sont inadmissibles pour les Israéliens. Pour les Iraniens, concrètement, pas de nucléaire, pas de missiles balistiques et des relations relativement légères avec ses proxys. Et aujourd'hui, les Iraniens ont répondu non. Donc le problème, Trump est prisonnier d'une logique, d'une mécanique poussée derrière par les Israéliens qui ont besoin de régler le problème des missiles et le problème nucléaire. Donc c'est le cœur du problème, il est là. Et malheureusement ou heureusement, je ne connais pas la fin de l'histoire, on voit bien que des décisions peuvent se prendre en fait sur un malentendu quelque part. C'est un peu dramatique parce que le message envoyé par Trump est assez clair. Il dit, écoutez, n'importe quel accord sous réserve qu'il n'y ait pas de nucléaire et de missiles. Allez-y, Lucas. On a l'impression que Donald Trump est toujours porté par son coup du Venezuela, c'est-à-dire de se dire, en fait, il suffit de le dire le plus fort possible et de dire on va y arriver, on va négocier, et puis sinon, de toute façon, on fera une opération et ça marchera. Sauf que autour de lui, il y a énormément de gens, et lui-même le sait très bien, que ce n'est pas du tout la même histoire et que parce qu'il y a des plans qui ont été mis sur la table. Les Israéliens lui ont dit voilà, il faut peut-être essayer juste de prendre Khamenei, de mettre quelqu'un d'autre à la place. Sauf que pour l'instant, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais à l'intérieur du régime iranien, il y a des vagues d'arrestations de tous les réformateurs. C'est-à-dire que le régime tient fermement et au point de pouvoir arrêter des hommes politiques du clan des réformateurs qui ont osé signer une tribune en disant on n'aurait peut-être pas dû tuer autant de gens, quoi, en gros. Et ceux-là se font arrêter. Donc il y a une impossibilité pour Trump entre le discours et, comme le disait le colonel, les Iraniens, la base du régime islamique, ce sont ces missiles et cette arme nucléaire. Donc y renoncer, c'est pour eux renoncer à tout leur pouvoir, d'une certaine manière. C'est existentiel pour eux, voilà. De leur côté. Allez-y, Magali. Et dans l'entourage de Donald Trump, tout le monde n'est pas sur la même ligne. Sonia Dridi nous parlait tout à l'heure de la déclaration du vice-président, J.D. Vance, qui dit tout à l'heure que le renversement du régime iranien, ça dépend du peuple iranien et qu'ils vont se focaliser sur le nucléaire. Ça, c'est quand même une façon de dire que lui a beaucoup de réserves sur l'efficacité de frappes massives
pour renverser le régime iranien. Et d'autres dans l'entourage de Trump ne sont pas sur la même ligne et essayent de le convaincre que c'est le moment du fameux coup de grâce. Et c'est ce que Netanyahou certainement vient là aussi pousser en disant, en fait, on ne peut pas faire confiance à ce régime iranien pour discuter. Donc il faut gonfler les muscles et y aller. C'est l'heure pour nous de recevoir sur ce plateau le général Pierre de Villiers. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, ancien chef d'état-major des armées. Vous êtes auteur de Pour le succès des armes de la France aux éditions Fayard. Il est là, votre livre. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Dans quelques instants, bien sûr, nous reviendrons avec vous sur notre armada à nous, l'armada française, notre armée, nos risques et notre capacité à y faire face. C'est important, votre parole est forte, elle est entendue depuis plusieurs semaines sur ce sujet particulièrement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour madame. Bonjour à vous. Mais avant toute chose, s'agit-il d'indices d'armada qui se renforcent du côté de l'Iran pour les Américains? On va vous parler de Trump qui envisage de déployer un second porte-avions au Moyen-Orient en cas d'échec des négociations, mais ce ne serait pas avant plusieurs jours. Là, tout de suite, il y a quelque chose de plus immédiat. Les forces américaines à la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, la plus grande base aérienne du Moyen-Orient, étaient vues en train de charger jusqu'à 10 lanceurs pour une batterie de missiles solaires Patriot sur des camions. On va un peu plus loin avec le colonel Pierre de Jong que j'emmène avec moi devant l'écran. Colonel, images satellites consultées par Reuters à l'appui, on va les voir ensemble, elles sont là. Quels sont les enseignements à en tirer, colonel? On voit bien que les Américains sont en train de renforcer un dispositif terrestre en vue de, bloquer la batterie de missiles qui pourraient, les missiles qui pourraient arriver sur les territoires du Moyen-Orient, et puis deux, c'est rassurer les alliés du Moyen-Orient, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Donc en fait, on voit depuis une quinzaine de jours une espèce de noria permanente avec des C5, C17, la LCI en a parlé longuement. Donc en fait, vous avez un afflux permanent de matériel, de logistique qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un système qui est prêt. Et on voit bien que sur les deux photos satellites, la photo de gauche, on voit que c'était avant, le 17 janvier, c'est pas avant, il y a très longtemps, et puis récemment, le 1er février, on voit bien qu'il y a eu un renforcement. Alors c'est quoi ce renforcement? Bon, c'est pas évident de le voir. On peut imaginer que les patriotes sont le cœur du problème de la question défensive, parce qu'il n'y a que les patriotes aujourd'hui qui peuvent arrêter des missiles. Sinon, il n'y a pas de moyens. Donc en fait, ils ont densifié cette partie-là avec des camions, avec des engins, etc. Donc en fait, c'est ça qu'on voit. Donc on assiste très concrètement à la mise en place d'un système défensif qui va empêcher ces flux, ou en tout cas ces salves de missiles balistiques iraniens d'arriver. Et là, vous avez un missile patriote. Vous voyez bien que le modèle, c'est un modèle sur camion. Donc il embarque ou il débarque du camion, puis vous avez un système qui se met en place. Donc c'est extrêmement mobile. Bon, ça prend quand même un certain temps pour le faire, mais c'est ça, encore une fois, l'infrastructure, la colonne vertébrale du système défensif américain sur le Moyen-Orient. Merci infiniment, colonel. D'ailleurs, je crois savoir que vous connaissez très bien le général Pierre de Villiers. Vous étiez à l'école de guerre ensemble, non? Exactement, en 89-91. Et nous étions aux premières loges, si je puis dire, puisque nous avons assisté à la chute du mur de Berlin et à la fin du monde bipolaire. Nous avons organisé un grand forum à l'école de guerre à l'époque, sur quelle sécurité en Europe à l'aube du XXIe siècle nous cherchions la paix d'avance. Voilà. Vous voyez comme la boucle se reboucle. Donc un sacré lien entre vous quand même, cette histoire. Sur ce qui nous intéresse là, les patriotes, on va reparler du porte-avions dans quelques instants. Général, pardonnez la simplicité de ma question, mais voyez-vous, vous, les indices d'un pays qui s'apprête à frapper? Oui, disons qu'actuellement, les deux protagonistes, l'Iran et les États-Unis, ont intérêt au processus de paix et à ces négociations. Les uns pour faire durer, les autres pour préparer les frappes. Et parfaire le dispositif militaire, parce que vous savez, quand on frappe, c'est une grosse logistique, surtout avec le groupe aéronaval. Là, ils en font venir un deuxième, probablement pour renforcer, peut-être aussi pour préparer une relève, parce que tout ça nécessite une permanence. Mais ce qui est clair, c'est que la carte aujourd'hui, c'est la négociation. Mais pour faire avancer la négociation, il faut la force, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la force du droit, on est dans le droit de la force. Et on renforce les moyens militaires. J'ai un indice qui va plutôt dans le sens des frappes. C'est ce que vient d'expliquer le colonel Pierre de Jong. Dès lors qu'on fait venir des batteries de patriotes, ça coûte très cher, c'est très compliqué, et qu'on les déploie dans beaucoup de pays arabes à leur demande, ça veut dire que c'est sérieux et qu'on prépare probablement la riposte iranienne à ses propres frappes.
Et je voulais vous interroger sur la stratégie du fou. On en a parlé dans cette émission il y a quelques jours, c'était vendredi dernier. À l'origine, il y a un article du Figaro sur le sujet, théorisé par Nixon, le Madman Theory, je rappelle pour nos téléspectateurs, c'est joué sur l'imprévisibilité de l'utilisateur pour s'assurer un avantage dans les rapports de force. Est-ce que vous voyez derrière tout cela une stratégie du fou du président américain, vous ? Le président est imprévisible dans son comportement et dans ses déclarations quotidiennes. Il est parfaitement prévisible dans sa stratégie globale. D'ailleurs, elle a été clairement écrite et elle est avec un horizon temporel à au moins 10 ans. America First, on se déplace de l'Europe vers le Pacifique. Tout ça, c'est une évolution que l'on sentait venir déjà sous Obama et ça va durer après Trump. Après, le personnage est un dealer, un businessman, imprévisible, c'est un négociateur, ce n'est pas un stratège. On continue d'en parler ensemble. Vraiment précieux de vous recevoir sur ce plateau, Général. Merci encore. Est-ce la dernière alerte avant la frappe ? Les États-Unis vont-ils déployer un second porte-avions dans la région ? Donald Trump l'envisage en cas d'échec des négociations. Quel porte-avions ? Pour faire quoi ? Quel objectif ? Nous vous dirons tout ce qu'il faut comprendre. Et je le disais en introduction de l'émission, ces armadas, c'est aussi un miroir qui nous est tendu. Tendu à notre propre armée, à des armées échantillonnaires. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vous, Général. Vous le dites ces derniers jours. La France peut-elle gagner une guerre ? Que ferions-nous si nous étions ukrainiens ? Ces questions, elles vous obsèdent, oserais-je presque, ces derniers temps. La France peut-elle gagner un conflit quand on apprend qu'elle dispose de 9 lance-roquettes, dont 4 en état de marche ? Tout ça, on le pose sur la table ensemble dans un instant. À tout de suite. On en vient aux États-Unis qui envisagent de déployer un second porte-avions au Moyen-Orient. Donald Trump y pense et surtout, il le fait savoir. C'est surtout ça peut-être l'enjeu. Mais d'abord, colonel, on va plus loin ensemble. Colonel, le président américain menace d'envoyer un deuxième porte-avions. Quel porte-avions ? Dans quel délai ? De quoi parle-t-on ? Alors rappelons-nous, les Américains ont 11 porte-avions de grande dimension, capables d'emporter en gros 90 avions, des F-35 ou des F-18, donc c'est vraiment une capacité extrêmement forte, et ils en ont 11. Donc aujourd'hui, il y en a un petit peu partout, et là, qu'est-ce qui se passe ? On sent que les Américains préparent le deuxième coup, c'est un fusil à deux coups. Le premier coup, c'était l'Abraham Lincoln qui est actuellement en train de tourner dans la mer d'Oman, et là, ils en préparent un deuxième. Donc il y a une possibilité que ce soit le HSS W. Bush, qui est vraiment en place actuellement en Virginie, que du côté de Norfolk, et qui voilà, qui est là, qui va appareiller, parce qu'il fait des exercices, il est en mer, il est globalement prêt. À mon avis, il se prépare depuis un certain temps, et donc cet porte-avions peut appareiller et rejoindre le Moyen-Orient relativement rapidement, de l'ordre d'une dizaine de jours. 2 itinéraires potentiels. La version longue, en fait, il rejoindrait la mer d'Oman pour renforcer le premier groupe aéronaval, sachant qu'un porte-avions, c'est un porte-avions, plus des destroyers, plus un sous-marin, plus des ravitailleurs. Donc c'est une armada, c'est la même que cela, probablement. Donc version, on renforce l'armada qui est là. Une autre version qui est également intéressante, 2 hypothèses. Pour gagner du temps, il veut passer par le canal de Suez. C'est compliqué parce qu'il suffit qu'il s'arrête à le moindre problème, à mon avis. Et là, il y a un risque, une forme d'une embuscade. Mais très concrètement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut imaginer que les Américains positionnent un deuxième groupe aéronaval, en Méditerranée, et qui reste là, et qui pourrait renforcer une opération qui serait menée à partir de la Méditerranée et à partir du golfe d'Oman. Merci infiniment, colonel. Général Levilliers, on a entendu sur ce plateau ces dernières heures, le deuxième porte-avions, ça ne sert à rien, c'est de l'empilement. Général, est-ce selon vous le dernier avertissement avant une frappe, pure dissuasion, et si c'est le cas, efficace selon vous ? Alors, je voudrais dire que l'armée française, nous n'avons qu'un seul porte-avions. Et on se pose la question de son remplacement. Donc, vous voyez l'effet d'échelle. Comme le disait le colonel de Jong, ils ont 11 porte-avions, c'est-à-dire 11 groupes aéronavals. Parce qu'autour du porte-avions, il y a la protection en surface, dans les airs, sous l'eau, etc. Donc, oui, il renforce son dispositif, peut-être dans un esprit de renforcement, de relève, pour montrer sa force un peu plus dans les négociations. Aujourd'hui, son objectif, c'est la négociation. Il y a probablement 2 tendances autour du président Trump. Une tendance assez belliciste en disant « ça suffit, on a assez attendu, maintenant c'est terminé, on a frappé en juin sur le nucléaire, il faut terminer ce qu'on n'a pas fait et puis frapper les missiles pour éviter la riposte ». Et puis il y a ceux qui se disent, à l'écoute des monarchies du Golfe, de l'Arabie saoudite et des pays arabes qui disent ne mettez pas le feu, c'est déjà assez compliqué comme ça, qui disent
on ne remplace pas un régime par des bombardements. Chaque fois qu'on l'a fait, ça a été un échec. Confère l'Irak, pour nous, confère la Libye. Il faut préparer d'abord le coup d'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met à la place, et ensuite, éventuellement, l'action militaire. Donc il y a ces deux influences qui se rejoignent sur une solution, la diplomatie, les négociations. Je note que le négociateur iranien, c'est le bon qui est arrivé là, donc peut-être que ça va avancer. Et puis, si ça n'avance pas, sous l'impulsion ou la pression notamment des Israéliens qui doivent largement pousser pour les bombardements, eh bien à ce moment-là, on passera à la phase militaire active. J'ai un peu révisé, bien sûr, avant votre arrivée. J'ai réécouté un peu ce que vous disiez ces derniers jours, où vous disiez il y a deux modes d'action possibles pour le président désormais, la souplesse ou la force. Bon, sur la souplesse, le Wall Street Journal nous apprend qu'il aurait écarté Donald Trump l'idée du blocus. Ça aurait pu être la souplesse, selon vous. Du coup, on se dit, mais en termes de négociation, en termes de souplesse, il ne reste plus grand-chose en réalité. Il ne resterait que la force à vous suivre. Il y avait la troisième solution, qui est celle qui est adoptée actuellement, c'est la diplomatie, la négociation. Après, il ne reste plus qu'un mode d'action, ça sera la force, effectivement, avec les risques que cela comporte. Parce que les Iraniens, c'est un grand peuple, les Perses. C'est une civilisation. Donc, je pense que la riposte risque d'être terrible, sauf s'ils se mettent d'accord sur la négociation, avec un espèce de jeu de force. Ils l'ont déjà fait, donc pourquoi pas, pour éviter de mettre à feu et à sang l'ensemble de la région. Parce que c'est ça que craignent les monarchies du Golfe, c'est ce que les Saoudiens disent aux Américains. N'oubliez pas que les Saoudiens ont beaucoup d'influence sur les Américains, et n'oubliez pas que le principal critère de décision du président Trump, c'est l'économie. C'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il a investi des milliards dans la région, et notamment dans ce pays. Je disais que l'émir de Qatar aurait appelé ces toutes dernières heures également le président américain pour continuer de mettre la pression. On s'est demandé ces derniers jours si Trump pouvait avoir peur. Trump, première puissance mondiale, pouvait avoir peur de l'Iran. À vous suivre, oui, il a des raisons d'avoir peur. Je pense qu'autour de lui, il a des gens qui lui disent attention, c'est pas le Venezuela, on a fait le travail en juin, donc attendons que peut-être il y ait le pourrissement à l'intérieur. On voit quand même qu'il se passe des choses à l'intérieur du pays, hein, même si c'est très verrouillé. En termes d'information, on voit bien poindre quand même quelques révoltes. On l'a vu avec les 30 000 morts. Enfin, c'est dramatique. Donc, sur ce plan, il n'en parle plus parce qu'il n'a pas tenu sa promesse d'aider cette rébellion. Mais peut-être qu'ils attendent le pourrissement. Et en vous lisant également, il y a cette phrase qui nous a marqué. Vous disiez, on le voit avec le drone, mais ça peut être autre chose. On sait que dans l'histoire, les grands conflits sont intervenus sur un terreau, une situation de crise. À un moment, il y a l'étincelle. À tout moment, là, il faut craindre l'étincelle. Eh bien, c'est pour ça que j'ai repris ma plume, parce que j'estime que l'heure est grave. Nous avons changé d'époque et je ne suis pas persuadé que nos dirigeants l'ont compris. On a changé de monde. On était sur le monde du droit. On est sur le monde de la force. Ce n'est plus la même chose. Et c'est bien de rester sur le droit. C'est notre honneur. Mais il y a un moment, il faut aussi tenir compte de la réalité. Peggy disait, il faut dire ce que l'on voit, et plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Moi, j'essaie de mettre les bonnes lunettes. Et j'ai écrit ce livre pour que nos dirigeants actuels, mais surtout futurs, parce que nous avons des échéances majeures dans les mois qui viennent en France, qu'ils mettent les bonnes lunettes sur la réalité de la situation mondiale. Je connais bien mon histoire, 70, 14, 39. 3 cas complètement différents. 3 étincelles qui ont déclenché l'apocalypse. Mais il y a un point commun dans les 3 cas. On était en crise politique, en crise économique, en crise sociale, en crise financière. On était endettés, on ne pouvait pas réarmer. Et 7e, on a eu la défaite à chaque fois. Après, on a fini par s'en sortir. Donc moi, j'aimerais qu'on réfléchisse à cette situation et qu'on accélère le réarmement de nos armées françaises, réarmement au travers d'une coopération en Europe en matière d'industrie de défense et de force,
et puis réarmement de nos forces morales du pays. Vous le disiez, que se passerait-il en France si nous étions dans la situation des Ukrainiens? Alors on va se poser toutes ces questions bien évidemment ensemble. Je reste juste encore un instant sur la question du porte-avions qui s'affiche toujours en image ici. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet, d'ailleurs peut-être même au général de Villiers? Moi, je me pose la question de la visite de Netanyahou à Washington, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on dit toujours à quel point les Américains et les Israéliens sont des alliés. La guerre des 12 jours, c'est Donald Trump qui y met fin contre la vie des Israéliens, puisqu'il fait même revenir des avions israéliens qui étaient partis faire une nouvelle frappe en Iran. Moi, je me demande mais je ne sais pas ce que vous en pensez, si cette visite du Premier ministre israélien n'est pas une énième tentative justement de dire il faut y aller, parce que l'obsession de Netanyahou, c'est l'Iran depuis qu'il est revenu au pouvoir, c'est l'Iran, c'est pas ce qui s'est passé à Gaza, c'est pas la Cisjordanie, c'est de mettre fin au programme nucléaire iranien. Et on a l'impression qu'en y allant, c'est presque un aveu de faiblesse, parce qu'il est tout seul à Washington pour dire il faut absolument que vous y alliez, arrêtez de négocier, alors que Donald Trump a l'air d'écouter beaucoup plus les monarchies arabes ces jours-ci. Oui, mais cette obsession, elle est compréhensible pour les Israéliens, puisque c'est existentiel. Oui. Si l'Iran accède à la puissance nucléaire, ils sont sous la menace. Donc c'est existentiel. Alors oui, j'ai la même analyse que vous. Il va faire pression pour essayer de convaincre le président Trump, probablement en s'appuyant sur les conseillers ou l'entourage favorable à ces frappes, pour porter la dernière estocade, en disant ça suffit, les négociations ne donneront rien de plus, ça a assez duré, maintenant il faut frapper. Sachant qu'en matière de renseignement, les Américains sont très forts, mais sur l'Iran, les Israéliens sont encore plus forts. La dernière fois, en juin, parce que pour frapper, il faut des dossiers d'objectifs. Pour faire des dossiers d'objectifs, c'est très technique, mais il faut du renseignement. Il faut des hommes au sol, quoi. Et c'est pas par les satellites. Parce que les satellites vous donnent des renseignements, mais il faut des gens au sol, il faut du renseignement humain. Et là-dessus, les Israéliens sont très forts. Je pense que c'est pour ça qu'il y va, pour emporter le morceau de son côté, Netanyahou. Alors quelle va être la réaction du président Trump? Il est imprévisible au quotidien. Je raconte la réunion que j'ai eue le 13 juillet 2017, je l'ai vue, et effectivement, dans une réunion, il est totalement imprévisible. Par contre, sur sa stratégie globale, le nucléaire iranien, il ira au bout de sa stratégie. Il ne veut pas que les Iraniens accèdent à la puissance nucléaire, il fera tout pour qu'il en soit ainsi. Mais dans le quotidien, c'est compliqué. Et puis, il faut se mettre dans son raisonnement, encore une fois, économique. Quel est son intérêt économique? N'oubliez jamais l'Arabie Saoudite. Et les milliards injectés par les États-Unis ces toutes dernières années. Allez-y, Magali. Vous disiez tout à l'heure qu'enfin, il y avait un négociateur sérieux qui était arrivé dans la danse. C'est Harry Larijani, en effet, le conseiller à la sécurité iranien, que l'on a vu, en effet, notamment à Oman ces derniers jours, semblant préparer le prochain round de discussion. Mais finalement, le nucléaire, c'est quand même l'assurance vie des Iraniens. Vous les voyez évoluer sur le nucléaire, vouloir rajouter, en effet, comme le demandent les Israéliens, la question balistique, ce serait vraiment se mettre en danger. Quelles sont les marges de manœuvre, en fait? Quels sont les points sur lesquels les Iraniens peuvent évoluer dans cette négociation? Le temps. Le temps. On peut gagner du temps. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils avaient fait avec les accords avec Obama. On gagne du temps, on repousse le problème, on gagne du temps et ensuite on avance camouflé en profitant de nos démocraties qui, je le rappelle, fonctionnent d'élection en élection. Et les Iraniens, c'est la notion du temps, de génération en génération, au pluriel. Nous, c'est d'élection en élection, au singulier. La stratégie du temps, je pense que c'est la stratégie iranienne. Ils ne renonceront pas. C'est la même chose aussi du côté de la Chine. La notion, le rapport au temps n'est pas le même parce qu'ils n'ont pas les échéances. De la soie, 50 ans. Exactement. La Grande Russie orthodoxe, 20 ans. Le retour de l'Empire ottoman, 20 ans. La puissance démographique de l'Inde, 1,4 milliard habitants. Les générations. Nous, on est dans le temps court. Et quand on parle de l'histoire, c'est très intéressant, on est un nostalgique dangereux. Quand on parle du futur, à 10 ans, on est un doux rêveur, on manque de pragmatisme. Il faut être sur la dépêche d'agence de l'après-midi. Et ça, c'est une grosse faiblesse de nos démocraties. Et nous, on est des stratèges. Le tacticien gagne les guerres, gagne les batailles, mais le stratège gagne les guerres. Nous, on est formés comme stratèges, on voit loin. Alors, vous en avez fait quasiment une mission
d'appeler au réarmement de la France, on l'a compris encore il y a quelques instants. On y vient, on s'y arrête maintenant. Et je voudrais vous parler de ce qui se passe du côté du Mans, avec la fabrication des drones militaires Chorus dans l'usine Renault du Mans. Ça se précise, parce que le constructeur français automobile a annoncé, c'était hier, qu'il pourrait assembler désormais jusqu'à 600 drones militaires par mois sur son site du Mans, en partenariat avec une société de défense. Renault fabriquait la structure du drone sans la charge militaire, c'est important de le préciser tout de même. Vous vous dites, j'en doute un peu en réalité, mais vous vous dites, ça y est, l'économie de guerre, on y est. On est enfin dans un bon dialogue entre l'armement, les forces armées, l'industrie, où en fait vous dites c'est trop tard. C'est trop tard et c'est 600 drones en France par mois quand c'est des milliers du côté des Ukrainiens déjà depuis un moment. J'espère qu'il ne sera pas trop tard. C'est ce que j'écris dans mon livre parce qu'un militaire, un officier français ne peut pas dire c'est trop tard. C'est pas possible. On mène d'abord les batailles et ensuite on regarde le résultat. Donc je me réjouis. C'est un petit signe, mais c'est une mesurette par rapport à ce que j'appelle dans mon livre un changement de posture, une révolution de notre système. On l'a fait pour Notre-Dame de Paris. On est capable. L'union sacrée, on est capable de le faire. C'est le génie français. En 5 ans, on a reconstruit Notre-Dame de Paris parce qu'on s'est affranchi des règles technocratiques, bureaucratiques, administratives, parce qu'on a mis un général qui a mis tout le monde d'accord. Et les procédures habituelles, on aurait mis 20, 25 ans. C'était ça les estimations. On a réussi à faire autrement. C'est ce que j'appelle de mes voeux pour l'économie de guerre. Le trilogue, l'état-major qui exprime le besoin opérationnel, l'industriel qui fabrique et la DGA avec ses ingénieurs, délégation générale pour l'armement, qui fait l'intermédiaire entre les deux, fonctionne suivant des procédures qui sont inadaptées à la période actuelle. Il faut aller plus vite, il faut aller moins cher, il faut aller beaucoup plus de masse, il faut reprendre une logique de stock. Tout ça, c'est à faire. Ça, c'est l'économie de guerre. On n'a rien fait de tout ça. On fait des mesurettes par rapport à ce qu'il faudrait faire. C'est ce que j'appelle de mes voeux. Il faut changer de portage. Il faut changer de rythme. Alors, je me tourne aussi vers le colonel Perdeillon. Comment vous regardez c'est quoi? C'est une réaction? C'est un réveil français? Une mesurette? Important de verbaliser les choses. Ne me tentez pas, parce que j'ai démissionné il y a 20 ans, parce que je considérais que la réforme n'était pas adaptée et qu'elle amenait notre armée inexorablement vers une espèce de diminution de capacité. On y est maintenant. Alors c'est vrai que la menace n'était pas la même. Aujourd'hui, elle est massive. Je rejoins évidemment totalement le général de Villiers. Aujourd'hui, il y a un coup, enfin on est au fond de la piscine, il faut appuyer, il faut repartir, il faut repenser tout ça. Le problème, encore une fois, c'est que budgétairement, il faut être prêt. On voit que les Allemands sont en train de le faire. Le budget de la défense de l'Allemagne, 155 milliards d'euros par an. Nous, on est à 60 milliards et encore 50. On a fait... Pardon ? 50. Oui, voilà, parce que je suis de bonne humeur et parce que je suis un homme plutôt optimiste. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le président Macron essaye de pousser... Mais vous vous rendez compte, on est quasiment à un tiers du budget de la défense allemande. Pour le coup, moi, je suis taxée d'être trop catastrophiste. Alors, je vais entretenir ma légende encore quelques instants. Quand on lit dans l'opinion que l'armée n'aurait plus que 9 lance-roquettes, dont 4 en état de marche, qu'est-ce que ça dit de nous ? Qu'est-ce que ça dit de nous quand, en vous écoutant encore en radio ces dernières heures, vous martelez qu'on est aux côtés d'États-puissances qui se réarment de 5 à 10% par an depuis des années? Oui, ça veut dire que ça suffit maintenant, c'est terminé, il faut dire la vérité. C'est la vérité que j'ai dit en 2017, c'est le désaccord de fond que j'ai eu avec le président, je ne regrette pas, parce qu'à un moment, dans l'histoire, la vérité finit toujours par nous rattraper. Alors la situation, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. Non seulement ça, mais on a 3 500 milliards de dettes, 115% du PIB. Donc on a désarmé le régalien, défense, sécurité, justice, pour financer notre modèle social. Maintenant, il va falloir faire l'inverse, parce qu'on n'a pas le choix. C'est notre existence même. Donc... il va falloir du courage. Je peux m'arrêter sur un de vos mots. À l'instant, vous dites « il faut dire la vérité ». Mais on nous ment actuellement encore sur la situation? La vérité, c'est que le monde a changé brutalement, en tout cas depuis 10 ans. Donc on pouvait le sentir venir et qu'il faut en tirer les conclusions. Mais non pas en réaction, comme pratiquement à chaque fois depuis 2 siècles dans notre histoire, mais la surprise qu'on impose n'est pas celle qu'on subit. Enfin, on voit bien où ça nous mène, cette situation.
Donc il est temps de réagir. On a une armée magnifique, des soldats, des marins, des aviateurs. Ils iront jusqu'au sacrifice suprême, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est une armée qui a été conçue pour la projection à l'extérieur et mener des opérations de guerre. Une opération de guerre, c'est quelque chose de limité dans le temps et dans la dureté. La guerre, c'est très dur, on le voit à les consommations. Les Russes fabriquent au moins 1 millier de drones par jour. Donc, vous voyez, par rapport à ce que vous annoncez pour Renault, on n'est pas du tout dans le bon tempo. Vous dites, l'un de vos mots, c'est échantillonnaire pour parler de l'armée que vous, à laquelle vous rendez honneur et bien sûr hommage. Mais on n'est pas tout seul non plus. On n'est pas tout seul. Regardez, les exercices Orion, c'est plus de 12 000 soldats français en ce moment qui mènent des exercices. Ils sont épaulés par des détachements de 24 pays alliés qui participent à cet entraînement triennal, qui, dans tous les esprits, bien sûr, simule un affrontement avec la Russie. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Vous avez raison. Je fais un chapitre sur les 3 lignes Maginot que j'ai entendues avec les 4 derniers présidents, puisque j'ai eu cet honneur de participer à des conseils de défense avec les 4 derniers présidents. Et la question centrale d'un conseil de défense, c'est mon général qui va nous attaquer. Parce que c'est le sujet. Et vous dites que de nombreux présidents vous ont posé la question. Il y avait 3 lignes Maginot à chaque fois. Mon général, nous avons la dissuasion nucléaire. Oui, mais n'oubliez jamais que la dissuasion nucléaire a fait tomber en partie le mur de Berlin, mais nous avions un deuxième pilier des forces conventionnelles qui était du même niveau de crédibilité que la dissuasion nucléaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque nous l'avons laminé. Le colonel De Jong expliquait pourquoi en 2000 il est parti. Parce qu'on était dans un mouvement inexorable qui s'est poursuivi jusqu'en 2015 pour laminer notre force militaire. Ensuite, on me disait, mais mon général, nous ne sommes pas tout seuls, nous aurons des alliés. Nous sommes dans l'OTAN, il y a l'Union européenne. Oui, regardez ce que ça donne en Ukraine, les alliés. C'est pas facile. Et un État est d'abord là, c'est sa première mission, assurer la protection de ses citoyens et de son territoire. Et donc, vous le rappelez, plusieurs présidents vous ont soumis cette question, qui va nous déclarer la guerre ? Voilà, je ne suis pas président, mais je vous pose la question. Oui. Qui va nous déclarer la guerre ? C'est la question de l'étincelle. On est dans un terreau mondial aujourd'hui avec des puissances régionales qui entendent reconstituer leur empire. Et à tout moment, il peut y avoir une étincelle qui déclenche cette espèce de conflit régional d'abord, voire mondial. Et il est impossible d'imaginer que ça n'ait pas lieu à un moment ou à un autre, vu le niveau d'armement général de tous ces pays. Vous écrivez « Nous sommes en paix et pas encore en guerre ». Tout est dans le « pas encore ». Vous avez la certitude, dans le fond, qu'on va être en confrontation. Le général Mandon, lui, l'a exprimé. Il a même donné un calendrier. En feriez-vous autant ? Mais c'est l'humanité. On a fait une erreur structurelle en pensant que la paix était éternelle. Ça fait 80 ans qu'on en bénéficie, ma génération en particulier. Mais la paix, pour la préserver, il faut être fort. Si vis pacem parabellum, nous avions cette devise ensemble à la 103e promotion de l'école de guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. N'oubliez jamais, c'est une constante dans l'histoire, les forts attaquent les faibles. Qui est faible aujourd'hui ? Les Européens. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que nous soyons faibles, parce que nous avons des atouts en Europe incroyables. 500 millions d'habitants, et nous sommes sous le parapluie de 350 millions d'habitants. Nous avons une industrie, nous avons des armées qui existent, mais c'est vrai que tout ça est échantillonnaire, tout ça a été laminé, il faut le reconstruire. Et puis, plus important, il y a un problème de fond. Le réarmement moral. On construit une Europe qui est une Europe fédérale sans dire son nom. On parle de l'armée européenne, et je clarifie dans un chapitre complet ce que j'appelle de mes voeux, qui est la défense de l'Europe, qui n'est pas la défense européenne. Parce que le bilan de la défense européenne, il est quand même bien maigre. Oui. Alors qu'on devrait bâtir des coopérations interétatiques, à géométrie variable, sur des projets concrets. On va revenir sur ce point dans quelques instants. J'avais prévu de vous poser cette question. Et je l'ai bien souligné. Et dans un instant, on va y revenir. Juste avant qu'on marque une légère pause, Lucas Manger, vous vouliez réagir ? Oui, parce que je voulais vous demander à propos de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine, dont je reviens là, où on voit une mobilisation extraordinaire de toute la société, pas seulement des soldats, de toute la société, est-ce que l'Ukraine est une forme de laboratoire de ce qui peut nous arriver, et est-ce que nous en tirons les bonnes leçons ? Oui, c'est pour moi un révélateur, plus qu'un laboratoire, de nos faiblesses,
Nous avons négligé cette dimension. Depuis que nous sommes passés à une armée de métier en 1995, nous avons abandonné ce fameux service national en le suspendant. Il était devenu non universel puisqu'il y avait que les garçons et non égalitaire puisque sur les garçons, il y en avait la moitié qui était dispensée. Mais nous avons abandonné ce creuset national et je salue sur ce plan la décision du président de la République, la double décision. D'abord, le courage d'abandonner un dispositif qui était ridicule, le SNU, qui s'adressait à des jeunes mineurs pendant quelques jours, à peine quelques semaines, c'était les colonies de vacances. On aurait mieux fait de donner de l'argent aux mouvements existants comme le scoutisme ou les associations de jeunes. Et puis, deuxième bonne décision, ce service national volontaire. Le général dirigeant le projet annonce que 3500 jeunes ont pu déposer un dossier pour 3000 places disponibles. Bien sûr, mais on n'aura pas de problème. Moi, je sens cet élan chez les jeunes. Vous parlez de réarmement moral, j'en parlais il y a quelques instants. De grand. Les jeunes ont besoin qu'on leur parle de grandeur, de gloire, de patrie, de nation, de France, de drapeau. Ils ont besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Maintenant, il faudrait monter plus vite, parce que 3000 sur 800 000, c'est pas beaucoup. Et en 2035, dans 10 ans, seulement 100 000 sur 700 000 à l'époque, on pourrait aller plus vite. On n'a pas fini. On a encore un peu de temps ensemble. Profitons-en. C'est précieux, encore une fois. Dans un instant, on se retrouve. Faut-il parler avec Poutine pour contrer Donald Trump ? Ça fait encore la une ces dernières heures. Regardez le Figaro, par exemple. Les Européens sont tentés de reparler à Vladimir Poutine. Alors attention, pas tous les Européens. Division, il y a encore une fois. C'est là où on en vient à la défense européenne. Comment peut-on la rêver quand pour parler à Poutine, ils ne sont pas d'accord, nos dirigeants ? Ensemble, comment réaffirmer nos forces face à l'hostilité russe et américaine ? On continue d'en parler. À tout de suite. Le grand dossier se poursuit, toujours avec le colonel Pierre de Jong, toujours avec Lucas Manger, avec Magali Barthez et donc avec vous, général Pierre de Villiers. Encore une fois, merci. Ancien chef d'état-major des armées, auteur du livre Pour le succès des armes de la France aux éditions Fayard. Et cette question qui revient comme un boomerang, jour après jour, encore plus ces derniers jours même. Faut-il parler à Vladimir Poutine ? C'est encore dans le Figaro aujourd'hui, les Européens sont tentés de reparler à Vladimir Poutine et on sait que Emmanuel Macron est celui qui est le plus en pointe dans les tentatives ces derniers temps. On a appris dans l'Express il y a quelques jours que son conseiller diplomatique était parti pour une réunion discrète, qui n'est plus secrète, mais du côté du Kremlin. Vous souscrivez ? Oui, il faut aller vers la paix le plus vite possible. C'est une boucherie. Enfin, alors en France, évidemment, on ne se rend pas compte. Il y a 1000 morts par jour, tous les jours. Là, il fait, vous me disiez, moins 28 degrés. Parce que Lucas Manger revient de Tchernobyl, où il tourne un documentaire. Dans les appartements, au mieux, il fait 4-5 degrés. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a pas de solution militaire. Donc il faut parler à Vladimir Poutine. Il n'y a pas de solution militaire. Donc il faut mettre les deux protagonistes autour de la table. Alors, j'ai cru comprendre qu'on y était progressivement. Et il faut que Vladimir Poutine accepte d'aller autour de la table sérieusement pour, dans un premier temps, un cessez-le-feu et ensuite un plan de paix, avec deux sujets qui sont les plus difficiles. Un, les garanties de sécurité, et je ne pense pas que Vladimir Poutine acceptera des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien, c'est pour ça qu'il a fait la guerre, donc il faut trouver un dispositif qui soit suffisamment fort, avec évidemment le parapluie américain au-dessus, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, l'aspect territorial, avec le problème du Donbass, qu'il faut traiter. Mais il faut aller à la paix. Donc, vous trouvez que c'est le rôle du président français que d'être à l'initiative et de vouloir être dans le dialogue potentiel avec le patron du Kremlin ? Je ne peux pas être soupçonné d'être un courtisan. C'est pas ma nature. J'ai toujours dit la vérité. Je pense que le président français a raison parce qu'il faut qu'on parle aux deux protagonistes le plus vite possible pour les mettre autour de la table et pour aller vers cette paix. Il n'y a pas de solution militaire. Beaucoup vous répondrez, qui ont été heurtés, par exemple, par la volonté d'Emmanuel Macron de parler avec Poutine, que on ne peut pas parler avec un homme qui, jusqu'à maintenant, ne donne aucun gage, qui tue autant d'Ukrainiens chaque jour, autant de ses hommes aussi et de sa population. On parle de 30 000 hommes par mois actuellement, qui est dans le cynisme absolu, qui ne respecte rien ni personne. Et d'ailleurs, Lavrov, dans la foulée, a dit, voilà, il a parlé de la pathétique diplomatie, en gros, française, et certains disent, OK, donc, en fait, on donne le bâton pour se faire battre, on s'humilie soi-même à vouloir aller parler avec cet homme. Oui, mais enfin, quelle est l'autre solution que la paix ? Y a-t-il une autre solution dans ce conflit que la paix ? Donc il y a un agresseur, pour qu'il s'arrête, il faut lui parler pour le convaincre de s'arrêter.
une bonne fois pour toutes, en ayant les garanties pour que ça ne reprenne pas quelques jours, quelques semaines, quelques mois après la paix. Mais il n'y a pas d'autre solution. Enfin, il faut s'imaginer que peut-être un jour, nous retrouvons une Russie avec laquelle nous pourrons parler plus facilement. Et moi, je suis disciple de la doctrine de De Gaulle, l'indépendance nationale et l'Europe de l'Atlantique à l'Oural qui respecte les souverainetés des nations. Lucas Manger, je me tourne vers vous parce que vous revenez, c'était la nuit dernière d'ailleurs d'Ukraine, vous tournez un documentaire et vous étiez à Tchernobyl pendant plusieurs jours. Allez-y. J'étais à Tchernobyl et à Kiev, et il faut noter que les Ukrainiens ont vraiment... enfin, ça a beaucoup d'importance pour eux, le rôle de l'Europe, des différents dirigeants européens, le président Macron, mais d'autres aussi. Ils ne veulent pas que Poutine parle seulement à Donald Trump. Donc pour eux, le fait que des dirigeants européens s'immiscent dans la discussion est aussi une forme de garantie pour eux qu'ils vont être tenus au courant de ce qui se passe. Parce que l'expérience qu'ils ont eue depuis Anchorage, c'est que Vladimir Poutine et Donald Trump font des deals tout seuls, que eux en sont exclus. Donc le fait que le président de la République française éventuellement reparle à Vladimir Poutine, mais tienne au courant les Ukrainiens des avancées des négociations, c'est très important pour eux, parce que du côté ukrainien, il faut voir que eux, ils font des mouvements. On peut, ce que vous disiez sur la réalité de la guerre, en ce moment, c'est absolument terrible, mais vraiment terrible. Des villes comme Kherson, il y a des attaques de drones toute la journée. Les Russes font ce qu'ils appellent des safaris humains. Les gens sortent dans la rue et se font tirer dessus par des drones russes. Il y a des filets de sécurité absolument partout. Il fait un froid polaire. Les conditions de vie des militaires et des civils sont très dures. Mais qu'est-ce qu'il fait Zelensky aujourd'hui? Il laisse entendre à la presse ukrainienne qu'il va annoncer des élections présidentielles, un référendum sur le Donbass. Il avance d'un point de vue démocratique. Et contrairement à la logorée du Kremlin, il est encore extrêmement populaire parce qu'il est un chef de guerre, mais qu'il écoute aussi la partie démocratique. Il sait qu'il est critiqué, il sait qu'il peut l'être, et il avance, il essaye d'avancer vers des discussions. Après, le président américain lui a aussi demandé d'avancer dans ce sens-là pour le mois de mai, je crois, avec l'ultimatum à la clé. Oui. Allez-y, Magali. La question que je me posais, c'est est-ce que vous pensez que l'idée française, franco-britannique, la coalition des volontaires, ces pays qui pourraient s'engager sur l'après, est-ce que vous envisagez en effet qu'il faille des troupes européennes sur le sol ukrainien à un moment ou à un autre pour garantir un éventuel cessez-le-feu? Est-ce que c'est la bonne direction? Alors, la coalition des volontaires, c'est une bonne illustration de l'Europe qu'il faut construire. Mais le lundi, on nous parle d'armée européenne. Le samedi, on fait la coalition des volontaires. Et coalition des volontaires, c'est pas armée européenne. Voilà. Ça, c'est ce qui fonctionne. À partir d'une nation cadre, qui est la France, en fait franco-britannique, parce qu'on a pris la CGEF, la force franco-britannique, que je connais, puisque nous l'avons mis sur pied avec mon ami Nick Houghton, le chef d'état-major britannique à l'époque, entre 2010 et 2016. C'est une force interarmée, complètement interopérable, avec un état-major conjoint, donc qui est installé au Mont Valérien. C'était ça, c'était prévu comme tel. Et donc c'est ça qu'on a fait. Et on a demandé aux pays volontaires d'amener les composantes. Chaque pays amène sa composante, sa niche capacitaire, etc. Et on en fait une force. C'est ça qu'il faut faire pour la coopération européenne de défense. Donc c'est une bonne chose. Après, il reste quand même deux questions. Quand? Dans quelles conditions? Est-ce que c'est au cessez-le-feu? Est-ce que c'est... Et puis, comment? Je ne crois pas qu'on puisse mettre des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien aujourd'hui, vu ce que dit Poutine et ses collaborateurs quand ils s'expriment. Puisqu'il a fait la guerre précisément pour faire un glacis entre les puissances nucléaires. Donc, c'est sa théorie. Je pense qu'il y a des négociations. C'est un des deux points durs que je soulignais. Mais le principe de la coalition des volontaires, c'est remarquable. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Mais c'est ce qu'il faudrait faire pour l'industrie de défense européenne. C'est ça, c'est que vous plaidez pour cette défense européenne, et j'en reviens à la question que je posais il y a quelques instants. On peut douter quand même de la capacité à se coordonner sur une défense européenne commune quand on voit qu'il est difficile pour nos dirigeants de se mettre d'accord sur faut-il parler à Poutine ou non dans l'immédiat, par exemple. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire du cousu humain et du optionnel à géométrie variable sur différents projets sur lesquels on se met d'accord. Je prends l'exemple sur le plan industriel. On n'est pas capable aujourd'hui de faire un avion en commun, un char en commun, un bateau en commun, des drones en commun, etc. Pour qu'on fasse quelque chose au plan industriel de défense en commun, il y a 3 conditions. La première, c'est que ce soit meilleur quand on est à plusieurs que tout seul au plan opérationnel.
La deuxième, c'est que ce soit moins cher, qu'on fasse des économies. Ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, l'avion à 400 M, ça nous a coûté plus cher que si on l'avait fait tout seul. C'est quand même... Et puis la troisième, c'est qu'on respecte les souverainetés industrielles des différents pays. On voit bien les problèmes pour le SCAF. On ne va pas donner tous les secrets d'assaut aux Allemands qui la réclament. Donc, c'est ces 3 sujets. Mais sinon, il faut vraiment coopérer au plan industriel de défense avec la préférence communautaire. Mais le mal est plus profond, car nous sommes dans une Europe de Bruxelles fédérale qui ne dit pas son nom. Il va falloir clarifier cette affaire. Je pense que la situation internationale va nous y aider, et on le voit avec la force des volontaires, pour qu'on aille vers une coopération sur des projets et qu'on abandonne ce rêve d'une Europe avec un grand état-major, avec des forces, une mini-OTAN. Ça n'aura jamais lieu parce que les pays européens ne sont pas d'accord pour ça. Merci infiniment, Général de Villiers, d'avoir été avec nous. Je rappelle encore une fois votre livre, Général Pierre de Villiers, pour le succès des armes de la France, aux éditions Fayard. Précieux de vous entendre. Vous êtes le bienvenu. Vraiment, je relance l'invitation. Merci de m'avoir invité et pour la qualité de votre émission et partir de l'actualité pour monter et avoir des réflexions plus globales. Je trouve que c'est la bonne démarche. Merci, c'est un beau compliment, on le reçoit. Merci beaucoup, on le garde avec nous. Je remercie également le colonel Pierre de Jong, je remercie infiniment bien sûr Magali Barthès, je vous remercie Lucas Manger. Merci à vous. Allez dormir après l'émission, vous n'avez pas dormi beaucoup ces derniers temps et vous avez eu très froid bien sûr. Merci à vous de nous regarder bien évidemment et je vous le rappelle, vous pouvez nous écouter, le podcast il est là, QR code, vous flashez, vous scannez, vous nous retrouvez Deezer, Spotify, Apple Podcast, oui, le grand dossier vous accompagne partout, profitez-en.